Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre atelier qui a pour thème le sinistre de responsabilité civile. Nous vous remercions d'être venus en nombre assister au tout premier atelier des partenaires de cette semaine de congrès virtuel. Et nous remercions également au passage les responsables d'ECF de nous avoir confié ce rôle. Verspiren est le courtier d'assurance du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle depuis 2008. Nous sommes le troisième courtier d'assurance du marché français, grand courtier généraliste. Nous nous adressons à toutes les activités et toutes les professions, et donc, le cas échéant, à toute votre clientèle. Nous sommes devant vous avec une partie de l'équipe des spécialistes des professions réglementées, car nous sommes également le courtier de la Chambre nationale des commissaires de justice, anciennement huissier de justice et commissaire-priseur, de l'Union nationale des géomètres experts, ainsi que des professionnels de l'immobilier, syndics, gérants, transactionnaires, dont nous sommes les leaders. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les intervenants. Honneur aux dames, tout d'abord, depuis notre site de Saint-Denis, Sophie Adivin, directrice responsabilité civile du pôle des professions réglementées, et à côté d'elle, Maëlle Vidal, juriste spécialisée en responsabilité civile. Et à leur côté, deux autres membres de l'équipe que vous verrez apparaître à la fin de notre atelier, Jean-Pierre Sarrazin, chargé de mission, accompagné de Louis Derache, responsable de gestion. Ces deux personnes sont chargées de recueillir vos questions tout au long de notre intervention, de les regrouper par thème, afin de pouvoir vous répondre soit individuellement, soit collectivement, postérieurement à notre atelier. Et enfin, à mes côtés, un éminent expert comptable qui nous honore de sa présence et que nous remercions de s'être prêté au jeu de cette co-animation, Gilles Doriac, président du groupe Axe, vice-président d'Infores, membre du comité des assurances du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Nous allons ensemble aborder au cours de cette heure ce qu'est un sinistre, tout d'abord, puis quand et comment vous devez le déclarer, ainsi que la manière dont l'assureur va instruire ce sinistre. Et enfin, comment règle l'assureur, que ce soit à l'amiable ou en judiciaire. En conclusion, je vous présenterai la typologie des sinistres mettant en cause votre responsabilité civile sous forme de quelques statistiques. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Gilles Doriac. Merci Cédric. Alors bonjour à tous. Cédric, tu es directeur de la clientèle chez Verspiren. Tu es responsable de la relation entre le courtier et le conseil supérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier, sur ce que tu fais concrètement au quotidien? Eh bien, j'anime la relation au quotidien, effectivement, entre le groupe Verspiren et quelques grands clients, parmi lesquels nous comptons le Conseil supérieur de l'Ordre. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité de déclaration de sinistre en responsabilité civile. On est bien d'accord, on ne va pas parler de responsabilité pénale, qui est un autre schéma d'ailleurs sur lequel on propose, nous, Infores, aux côtés de Verspiren, des ateliers dans lesquels on intervient, et on aura l'occasion de présenter ces ateliers prochainement à toutes les consoeurs et les confrères dans les Hauts-de-France qui voudront bien nous accueillir. Mais là, on est clairement dans le sujet de la responsabilité civile. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sinistre? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sinistre? C'est une bonne question. Donc, avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un sinistre, c'est une réclamation. Une réclamation écrite par laquelle on va mettre en cause la responsabilité de l'expert comptable. D'une façon plus affinée, plus juridique et contractuelle, le sinistre, il se définit comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité donc, du professionnel de l'expert comptable, en l'occurrence, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Alors, le fait dommageable, c'est quoi? C'est la cause génératrice du dommage, et un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Constitue une réclamation toute demande en réparation, qu'elle soit amiable ou contentieuse, formée par la victime d'un dommage, ou ça peut être aussi ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Il faut savoir qu'un ensemble de faits ayant une même cause technique va avoir une incidence sur l'indemnisation du sinistre,
puisque s'il s'agit alors d'un fait dommageable unique, il va y avoir application d'une garantie plafonnée avec aussi application d'une seule franchise. Alors, à titre d'exemple, on a ainsi eu à connaître la survenance d'une erreur de paramétrage qui a touché le logiciel de paye du cabinet d'un expert comptable avec comme approprié en faveur des salariés de plusieurs sociétés clientes. Et là, le sinistre a donc une cause technique unique, caractérisée, vous l'aurez compris, par le paramétrage erroné et qui a généré plusieurs réclamations, à savoir, en l'occurrence, une par employeur. L'ensemble de ces réclamations a dès lors été, on va dire, globalisé afin de ne former qu'un seul sinistre avec pour impact, ce que je disais un petit peu avant, l'application d'une franchise unique et d'un plafond de garantie unique. Ah oui, c'est important ça, parce que ça veut dire en fait qu'on n'est pas dans un cas comme celui-là, on n'est pas face à 5 ou 6, voire 10 ou 15 sinistres différents, mais à un seul sinistre globalisé. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait une réclamation quand ça nous arrive à un tel sujet? Alors une réclamation, elle se formalise de la façon suivante. D'abord, elle doit émaner d'un tiers. Elle doit être écrite, mais un mail peut tout à fait suffire. Et bien sûr, elle doit être chiffrée pour permettre l'instruction du dossier. Alors Sophie, quand tu dis un tiers, ça veut dire en fait l'assuré, nous, l'expert comptable? Non. Le tiers, dans 90% des cas, ce sont vos clients qui vont mettre en cause. Oui, effectivement. Le tiers, c'est le client va nous mettre en cause. Oui. Et c'est lui qui va formaliser sa réclamation, en fait, du coup, vis-à-vis de nous dans un premier temps. Tout à fait. C'est comme ça que ça se présente. Et alors les assureurs, du coup, s'il y a plusieurs assureurs, comment est-ce qu'ils s'organisent pour gérer dans le temps toutes les réclamations qu'ils reçoivent? Parce que, alors il y a plusieurs problèmes techniques. On a bien évidemment le problème des changements de contrat, des personnes qui partent à la retraite éventuellement. On a des dates de réclamation qui sont pas forcément, qui coïncident pas forcément avec la survenance du sinistre. Comment est-ce que ça s'organise tout ça? Comment on gère ça quand il y a éventuellement plusieurs assureurs? C'est un vrai sujet pour nous juristes, justement, de situer cette garantie dans le temps. Alors, il faut savoir qu'en matière de responsabilité civile professionnelle, les contrats fonctionnent en base dite de réclamation. C'est-à-dire que l'assuré, à savoir l'expert comptable, est garanti pour tous les sinistres dont la réclamation survient pendant la période de validité du contrat en cause. Un contrat en base réclamation comprend, et ceci, c'est sans avoir à intégrer de clauses spécifiques donc dans le contrat, la reprise du passé de l'assuré à une condition, c'est que celui-ci soit inconnu, ce passé, au moment de la souscription de la police d'assurance. Ainsi, la garantie est déclenchée par un fait dommageable antérieur à la souscription du contrat, à la condition qu'il était inconnu au moment de la souscription, dont la réclamation va intervenir durant la durée de validité du contrat. Donc si on prend un exemple concret, j'ai commis une erreur le 2 mai 2018, par exemple. Non, tu connais pas les Donc, un confrère, moi, comme un autre, on commet une erreur en mai 2018. Le client adresse une réclamation en 2020, en juin 2020. Si en 2018, j'étais chez un assureur A et qu'au 1er janvier 2020, je suis chez un nouvel assureur B, si je comprends bien, c'est l'assureur B qui va prendre en charge la réclamation, bien que le fait dommageable ait eu lieu en même temps, au moment où j'étais assuré chez l'assureur A. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus de contrat? On va prendre l'exemple très simple du confrère qui part à la retraite. Parce que ça, c'est souvent un sujet sur lequel nous, à InfoRest, on est beaucoup interrogés. Des confrères qui nous interrogent alors qu'ils ont cessé leur activité depuis 3, 4, 5 ans, et survient une mise en cause. Et donc, du coup, comment ça fonctionne dans ces cas-là? Eh bien, légalement, les contrats sont assortis d'une garantie subséquente dont la durée ne peut être inférieure à 5 années. Pour certaines professions, comme la vôtre, comme celle des experts comptables, des commissaires aux comptes, cette durée légale est au minimum de 10 années. Donc, si je comprends bien, le droit commun fait que nous, experts comptables, on est couverts dans les 10 années qui suivent la cessation de notre activité. Mais j'ai entendu dire, alors après, je pense que ça peut être intéressant, il m'a semblé que
que le contrat groupe que la profession, que le Conseil supérieur avait négocié avec Verspieren, nous donnait, et c'est d'ailleurs un peu un des nombreux intérêts de ce contrat, quelques avantages supplémentaires à ce niveau-là. Est-ce qu'on a un petit bénéfice à adhérer au contrat groupe par rapport au droit commun que prévoit la loi ? Tout à fait, ça fait partie d'un des avantages du contrat groupe où la garantie subséquente n'est pas déclenchée par la cessation d'activité, voire le décès de l'assuré. Elle est dite viagère, c'est-à-dire qu'elle peut être mobilisée tant que le contrat groupe souscrit par l'ordre est en cours. Ça signifie quoi? Ça signifie que des réclamations survenant plus de 10 ans, donc garantie, on a vu légale de la subséquente, donc si les réclamations surviennent plus de 10 ans après la cessation d'activité de l'expert comptable, mais pendant la période de validité du contrat groupe, les réclamations seront prises en charge par l'assureur du contrat groupe. Bien évidemment, on sait que la probabilité de la survenance d'une réclamation plus de 10 ans après la cessation d'activité est très faible, mais je vous assure qu'elle n'est pas nulle. Et à titre d'exemple, on a eu à connaître un de vos confrères qui a eu la très très désagréable surprise de recevoir une réclamation de l'un de ses anciens clients 12 ans après sa cessation d'activité. Alors on lui reprochait d'avoir omis de faire cotiser un chef d'entreprise à une caisse principale de retraite, et la découverte du sinistre eut lieu au moment de la liquidation de la retraite du client, et ce, 12 ans après la cessation d'activité de l'expert comptable. Alors ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet pour nous, parce que notamment, dans le cadre de nos animations Inforest sur les détournements de fonds, on a eu à évoquer un cas qui d'ailleurs, rentrerait parfaitement dans le champ de la garantie subséquente. Si vous vous rappelez bien, si tu te rappelles bien, Cédric, c'était le cas alors c'était une salariée, bon, enfin, ça aurait pu être un homme, une comptable d'entreprise qui avait un peu malicieusement rempli les déclarations de cotisation aux caisses de retraite. Alors, à l'époque, moi je vous parle de ça, c'était une époque, quand on remplissait les DADS à la main, ça parlera aux plus vieux d'entre nous, mais où on liquidait, où on indiquait chaque année sur les bordereaux de cotisation aux caisses de retraite, on remplissait des tableaux et on mettait les rémunérations annuelles de chacun. Et la comptable, de façon un peu malicieuse, inverser sa rémunération et celle du dirigeant. C'est-à-dire qu'en gros, elle remplissait dans la case du dirigeant sa rémunération à elle et elle remplissait dans sa case à elle la rémunération du dirigeant. Ce qui fait qu'en fait, elle se générait des droits à retraite assez forts, puisqu'elle se générait des droits à retraite sur le salaire du dirigeant, et corrélativement, le dirigeant se générait des droits à retraite beaucoup plus faibles. C'était particulièrement bien ficelé comme fraude, puisque c'était quasiment indétectable, sauf si on allait mettre le nez dans les bordereaux ligne à ligne, puisque la cotisation payée par l'entreprise était celle qu'elle devait payer sur sa masse salariale globale. Et donc, c'est typiquement le genre de sinistre qui peut entraîner un déclenchement de la garantie subséquente, puisqu'en fait, le déclencheur, le fait déclencheur du préjudice, c'est le moment où le dirigeant prend sa retraite. Or, en fait, il avait 20 ans de moins que la comptable. Et donc, ça veut dire potentiellement pour un confrère qui a l'âge de la comptable, et donc 20 ans de plus que le dirigeant, le sinistre se déclenchera seulement 20 ans après le moment de départ en retraite du confrère, quelque part. Est-ce que c'est une bonne illustration de la façon dont peut fonctionner la garantie subséquente au niveau du contrat groupe? Parce que bien évidemment, pour les contrats de droit commun, c'est 10 ans, et après on vend sa maison. Oui, non, au niveau du contrat groupe, les garanties seront mobilisées pour le confrère mis en cause. Donc tant que la profession est liée à Verspieren dans un partenariat au long cours et avec le contrat groupe, on peut dire que nous, experts comptables, on peut dormir tranquille sur le contrat groupe. Tout à fait, on préserve votre sommeil. C'est quand même, oui, c'est quand même pas neutre, surtout que, en général, plus on avance en âge et moins on aime les perturbations de sommeil. Bon, et maintenant, le sinistre survient. J'ai compris que j'avais une réclamation d'un client. Du coup, je dois déclarer le sinistre. En fait, je ne sais pas vraiment si j'ai un sinistre ou pas, parce que ce n'est pas parce qu'un client réclame quelque chose que j'ai forcément un sinistre. Donc, comment ça se passe concrètement? Quand est-ce que je dois déclarer mon sinistre? À quel moment? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le process un peu qui m'amène à être en relation avec vous, avec Verspieren? Alors, quand vous avez connaissance d'une réclamation, en effet, déjà, dans un premier temps, il y a des délais à respecter. Donc, dans le cadre du contrat groupe, on vous demande de le déclarer dès que vous en avez connaissance, donc sous un délai de 1 mois.
Si vous n'êtes pas adhérent au contrat groupe, vous pouvez prendre contact avec votre assureur pour connaître le délai de déclaration contractuelle, en sachant que ce délai figure dans les conditions générales du contrat. Donc, évidemment, il y a des cas qui vont générer une urgence particulière. Il va s'agir des dossiers judiciaires, donc, dans lesquels vous avez pu vous voir délivrer une assignation. Donc, à ce moment-là, le dossier doit être déclaré dès l'assignation de la réception, de l'assignation, et surtout avant la date de l'audience. La priorité dans ce cas de figure, c'est en effet de constituer un avocat dans la défense de vos droits. Et cette constitution doit s'effectuer, dans la majorité des cas, sous un délai d'une quinzaine de jours à compter de la réception de l'assignation de votre cabinet ou de vous-même. Alors attention cependant, car si ce délai de 15 jours est de droit commun et donc est le plus fréquent, il y a des cas dans lesquels le timing est beaucoup plus serré. Donc il faut pour ça prêter attention aux mentions qui sont portées sur l'acte d'assignation. On a particulièrement 2 situations qui doivent alerter sur l'urgence à saisir le courtier de la procédure. Donc, dans un premier temps, il y a les audiences à jour fixe et dans un second temps, les assignations en référé. Si vous constatez que l'acte précise une date d'audience, nous sommes dans le cas d'une assignation dite à jour fixe. Donc dans ce cas-là, il est impératif qu'à la date indiquée, vous soyez représenté par un avocat, mais un avocat qui aura aussi eu le temps de prendre connaissance de votre dossier. Pour les procédures en référé, il s'agit des procédures diligentées en raison d'un caractère urgent de la situation. Donc typiquement, ça va être le cas d'une procédure d'urgence pour une situation visant à la restitution de documents retenus par l'expert comptable, documents qui appartiennent à son client. À titre d'information, pour le contentieux de votre profession, on a seulement 20% de dossiers à peu près judiciaires pour 80% de sinistres amiables. Donc, il faut savoir aussi, donc nous on tient à vous mettre en garde, qu'il peut y avoir des conséquences en cas de déclaration tardive. Donc, en effet, si le retard à déclarer a généré une aggravation du sinistre, votre assureur sera en droit de réclamer une indemnité qui va être proportionnée au préjudice que le retard lui aura causé. Situation encore plus grave, si votre déclaration de sinistre est prescrite. Donc, par exemple, une assignation que vous n'avez pas transmise dans un délai de 2 ans. Elle va être alors prescrite et non prise en charge par l'assureur. En effet, en droit des assurances, il y a une prescription qui est biennale. Donc, quand on parle de prescription biennale, on parle bien de la prescription de la déclaration à l'assureur, qui va être de 2 ans, et pas de la prescription de l'action vraiment en responsabilité civile, qui, elle, va être juridiquement de 5 ans en vertu du droit commun. Donc, si je comprends bien, quand on reçoit une assignation, le premier réflexe, c'est d'appeler l'assureur, avant même de se préoccuper de savoir si on a tort, si on a fait quelque chose. Réflexe numéro 1, on appelle plutôt que l'assureur, on appelle Verspiron, on appelle son courtier. Oui, tout à fait. Vous nous appelez en premier lieu, on vous conseille. Mais très souvent, en fait, parce que l'assignation, c'est une modalité de mise en cause dans laquelle on est effectivement directement à travers. Très souvent, ça ne se passe pas comme ça dans la pratique. Dans la pratique, très souvent, on a un client qui nous appelle en nous disant que on voit arriver, on va dire, si j'ose dire, le boulet de loin. Le client qui dit oui, voilà, j'ai eu un redressement, je ne suis pas très sûr que vous ayez bien fait votre travail, est-ce que vous êtes bien assuré? Alors, assez souvent d'ailleurs, ça se passe par un courrier ça commence par un client qui commence à nous demander des informations, et en général, on reçoit un mail ou un courrier d'un avocat qui nous demande de saisir notre assureur, de prévenir notre assureur, alors même que nous... de bonne foi, quand on regarde le sujet, on pense raisonnablement que, d'une, on n'a rien fait, et que, deux, même si on avait fait quelque chose, on n'est pas du tout certain qu'on soit responsable du préjudice ou de la situation. Donc, dans ces cas-là, qui sont des cas plutôt flous, parce que l'assignation, c'est clairement une mise en cause, donc là, il n'y a pas de débat, on est mis en cause, on doit se défendre. Dans les cas que j'évoque, on sent bien la part du client ou du tiers, la volonté d'aller tâter le terrain de l'assurance, en s'imaginant que c'est déjà quelque part une sorte d'aveu de responsabilité que de saisir notre assureur. Comment ça se fait là? Comment ça se passe quand on est dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut saisir l'assureur ou prévenir le courtier sans avoir reçu de réclamation? Est-ce que la frustration, la crainte qu'on a, c'est que ça puisse apparaître dans l'esprit du tiers comme une sorte d'aveu de responsabilité? Voyez-vous, comment ça se passe dans un cas comme ça? Alors non, évidemment, quand on saisit son courtier ou son assureur, ça n'équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité. Il faut savoir que même en l'absence d'une réclamation formalisée auprès de l'expert comptable, il est préconisé
quand même de nous faire une déclaration à titre conservatoire si vous sentez que le contexte peut générer une mise en cause. Ça nous permettra de vous conseiller, d'effectuer une première analyse du dossier et de constituer le dossier en amont en attendant la réclamation formalisée. Donc ça peut être le cas, par exemple, quand vous êtes mis en cause oralement par un client qui ne vous a pas encore adressé de réclamation écrite. Il y a aussi des cas où, en effet, le préjudice est incertain, donc des situations où votre client subit un redressement fiscal, un redressement URSSAF, mais qui sont des procédures qui ouvrent à recours auprès des administrations et qui peuvent trouver des issues favorables. Donc, typiquement, si le client a gain de cause dans ses recours auprès des administrations, le dossier ne débouche pas sur un sinistre. Donc, il ne donnera jamais lieu à une mise en cause ou à une réclamation. Donc, clairement, le confrère qui m'appelle, parce que ça, c'est des questions que j'ai très souvent chez Inforest, le confrère qui m'appelle parce qu'il est non pas mis en cause, mais qu'il est interrogé sur son éventuelle responsabilité, je lui recommanderais donc systématiquement, je lui conseille de t'appeler toi, Maël, d'appeler chez Verspieren pour qu'il y ait déjà une sorte d'ouverture de dossier, on va dire, entre guillemets. On prend un marqueur quelque part. Voilà, on peut en effet, avec un coup de téléphone, déjà cerner un petit peu le contexte, orienter l'assuré vers une déclaration à titre conservatoire ou vers une déclaration classique et donner les premiers conseils, donc qu'on verra par la suite, à retenir, les bons réflexes à avoir quand on a une mise en cause. D'accord. Oui, c'est très clair. Et voilà. Donc, en fait, on a une... Pardon, vas-y. Le but, c'est d'avoir une gestion de dossier qui s'adapte vraiment à la vie du litige. Donc, il faut qu'on puisse être à votre écoute pour suspendre le dossier, pour le réactiver, pour nous adapter aux évolutions de la problématique, donc qu'elle soit plus ou moins rapide. C'est une gestion qui est vraiment personnalisée, qui est propre à chaque dossier et qui est souple. Et c'est une gestion qui est nécessaire dans le cadre de sinistres de responsabilité civile professionnelle parce qu'on sait que vous avez un contexte commercial avec vos clients. Oui, d'ailleurs, c'est un gros... moi, pour l'avoir vécu à travers des confrères, je pense que c'est un des gros atouts du contrat groupe, c'est de pouvoir avoir cette relation un peu personnalisée entre le courtier et le confrère, plutôt que de se retrouver face à un courtier généraliste qui va gérer notre problématique exactement comme il gérerait un dégât des eaux ou un accident de voiture, quoi. On a un interlocuteur qui connaît très bien la profession et qui est capable de nous guider, et déjà, dans un premier temps, de nous rassurer, parce que c'est un peu anxiogène, en général, de se faire appeler par un client ou l'avocat d'un client pour nous expliquer qu'on a peut-être fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Bon, c'est assez clair dans la façon dont on doit échanger. Maintenant, une fois qu'on a franchi un peu ce premier niveau de discussion, voilà, je suis mis en cause, j'ai une déclaration de sinistre, j'ai bien vu que j'avais des délais à respecter, je dois faire ma déclaration de sinistre. Alors ça, moi, je touche du bois. À titre personnel, j'ai jamais eu à en faire de ma vie, pour le moment. Mais si jamais je devais en faire une, comment est-ce que je dois l'effectuer, ma déclaration de sinistre? Concrètement, ça se passe comment, une déclaration de sinistre? Qu'est-ce que c'est comme papier? Qui fait? Qui remplit? Comment ça marche? Alors, la déclaration de sinistre, déjà, dans un premier temps, il va falloir qu'elle porte les pièces importantes, les éléments nécessaires pour nous pour apprécier l'éventuelle responsabilité. Donc, on va demander la réclamation du client, la lettre de mission, une note circonstanciée qui reprend un petit peu les faits, un petit peu le contexte conflictuel, et également toutes les pièces qui peuvent se rattacher au contentieux. Donc, par exemple, si vous avez un dossier en matière fiscale, on aura besoin au minimum de la proposition de rectification, des observations du contribuable, de la réponse de l'administration fiscale, de l'avis de mise en recouvrement et du règlement par le tiers des sommes qui ont été rappelées. Concernant la lettre de mission, pour nous, c'est vraiment le document clé car il nous permet d'analyser vos obligations contractuelles d'une part, mais aussi la validité du recours qui est exercé par le client à votre encontre. En effet, la lettre de mission peut comprendre des clauses restrictives par rapport aux dispositions légales de droit commun. On en connaît au moins deux, qui sont le délai de prescription et le délai de forclusion. Donc pour le délai de prescription, on en a déjà parlé, donc la prescription de droit commun est de 5 ans à compter de la connaissance du litige. C'est un délai qui ne peut pas être inférieur à 1 an, quoi qu'il arrive. La profession a pour coutume de recommander un délai de prescription contractuelle de 3 ans à insérer dans les lettres de mission. Donc on a un autre point qui permet de réduire l'action du client, c'est le délai de forclusion. Donc le délai de forclusion va plutôt toucher au délai concernant le droit à agir en responsabilité à l'encontre de l'expert comptable. C'est un délai qui est formalisé dans la lettre de mission par une clause dite de forclusion, qui va obliger le client de l'expert comptable à former sa réclamation dans un certain délai à compter de la connaissance des événements qui causent un préjudice.
Il faut savoir que c'est des clauses qui sont validées par la jurisprudence, hein, donc qui sont tout à fait légales. On a une jurisprudence assez récente de la Cour d'appel de Paris, donc qui date du 18 avril de l'année dernière, qui a accepté de retenir une forclusion de l'action d'un tiers en raison de la clause contractuelle qui était incluse à la lettre de mission. C'est une action qui avait été engagée plus de 3 mois après la connaissance des faits litigieux, tandis que la lettre de mission comprenait une clause de forclusion qui disait que le litige ne pouvait pas être déclaré plus de 3 mois après. Alors ça, c'est très important, ça, parce que en réalité, souvent dans notre métier, on est confronté, alors notamment sur le plan fiscal d'ailleurs, on est confronté à des situations dans lesquelles le client subit un redressement avec la remise en cause potentielle d'une exonération, d'un avantage. On voit ça souvent dans les montages en défiscalisation ou parfois dans les exonérations de cession. Et donc, il y a un fait, à un moment, il y a une vérification qui entre en jeu. Donc, le client a connaissance de la vérification fiscale. L'administration redresse dans un premier temps, puis après, il y a toute une série de contentieux qui s'engagent. On ne connaît pas encore véritablement le préjudice à ce moment-là. Donc, bien sûr, on parlera pas de prescription, puisque là, le litige, les éléments sont connus. Et le client, parfois, peut avoir la tentation de ne nous attaquer que si, in fine, il perd son avantage, son bénéfice. Donc, il aura la tentation, parce que, selon la bonne vieille tactique consistant à dire « je vais gagner, pile je gagne et face je perds pas », si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais l'administration, in fine, ne me redresse pas parce que ma cession d'action avec l'abattement de 85%, finalement, ça passait, et bien là, je laisse l'expert comptable tranquille. Et puis finalement, si l'administration remet en cause mon abattement de 85% et me réclame les sous correspondants, à ce moment-là, la tentation me vient d'aller chercher l'expert comptable en responsabilité. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, la forclusion peut être intéressante à actionner, puisque concrètement, si je comprends bien, c'est typiquement un cas où le client il a connaissance des événements qui sont susceptibles de lui porter un préjudice, puisqu'il a eu sa notification de redressement. La procédure de contentieux ou de discussion avec l'administration fiscale ne s'est pas encore engagée, mais lui, il a parfaitement connaissance. Donc si je suis un contribuable normalement constitué et que j'ai une notification de redressement, j'actionne la responsabilité de mon expert comptable. Or, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la pratique, les gens, ils attendent parce qu'ils se disent, bah, in fine, je vais pas me fâcher avec mon expert comptable, quand même, il sait plein de trucs sur moi, il est au courant de tout, donc si je dois me fâcher avec lui, autant que ça en vaille la peine. Et donc, ils attendent tranquillement que le sujet avance, si j'ose dire. Est-ce que nous, à ce moment-là, on peut concrètement lui opposer la forclusion? C'est pas très commercial, mais enfin, en même temps, c'est pas non plus très sympa de sa part. De jouer sur le sujet en se réservant, quoi. Je pense que les exemples de clauses de prescription et de forclusion qu'on met dans la lettre de mission, là, je lis les modèles de clauses, toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une durée de 5 ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant, celui au cours duquel est né le sinistre. Donc on comprend bien, sinistre, c'est la notification de redressement, hein, puisque là, clairement, ça matérialise le sinistre. Et celle-ci, donc la demande, devra être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Donc si je comprends bien ce que ces clauses qu'on propose, on a tout intérêt à insérer ce type de clause dans nos lettres de mission, faisant jouer à la fois la prescription, bien évidemment, et la forclusion, de telle façon qu'on ne donne pas la tentation au client de faire, on va dire, un petit peu jouer le double râteau du gain du contentieux vis-à-vis de son avocat et le cas échéant, s'il y a une perte, du retour vers l'expert comptable. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre de tout ce qu'on vient de dire? Oui, tout à fait. C'est une question de sécurité juridique, de toute façon, hein, de ne pas avoir des sinistres qui apparaissent comme ça des années après. Et voilà, alors tu disais, c'est pas très commercial, mais en même temps, de la part d'un client, c'est pas super sympa non plus, de la part d'un client, que de nous laisser un peu en... Et alors bon, ça c'est très clair, la prescription, la forclusion, ok, j'ai bien compris. Maintenant, quand je suis mis en cause, est-ce qu'il y a des bons réflexes ou des choses à ne pas faire, des choses trappes dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds, des pièges, des bons réflexes, des choses à surtout pas faire pour pouvoir, on va dire, défendre notre intérêt de la façon la plus intelligente?
Alors, en effet, il y a vraiment des bons réflexes à avoir. Parce qu'on peut avoir tendance à essayer d'aller dans le sens du client pour limiter le contexte un petit peu litigieux qu'il peut y avoir. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de ne jamais reconnaître sa responsabilité avant l'analyse de l'assureur, hein, parce que cette reconnaissance de responsabilité serait inopposable à l'assureur. Donc, tout au plus, vous pouvez indiquer au client que vous avez procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de responsabilité civile professionnelle, mais sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité. Il y a un autre réflexe à avoir qui est aussi très important, c'est de ne jamais procéder soi-même au règlement d'un sinistre, même si ce serait un règlement pour éviter une aggravation de la situation du client. Dans tous les cas, une transaction qui intervient en dehors de l'assureur, de la même manière que la responsabilité, elle va lui être inopposable. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un point important, parce que moi, j'ai à Inforest quelques confrères qui m'appellent parfois en me disant, écoute, voilà, j'ai fait... Mais non, j'ai fait une connerie, je le sais, c'est de ma faute. Hein. Je vais m'arranger avec le client parce qu'il c'est un bon client, je veux le garder, on est d'accord, j'ai fait une bêtise. Et puis bon, l'assureur va me couvrir naturellement. Et je passe mon temps à expliquer aux confrères que c'est fondamental de ne pas se reconnaître comme fautif de quoi que ce soit, d'une part parce que quelque part à la base, quand on se reconnaît fautif, on perd tous les moyens de défense et surtout on note à l'assureur tous les moyens de lui défendre son intérêt quelque part. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut afficher le petit PowerPoint qui présente la fiche de déclaration de sinistre pour qu'on vous explique de manière peut-être un petit peu plus claire logistiquement de la manière dont ça se passe. Voilà, donc voilà, c'est un peu petit, mais cette fiche de déclaration qui est disponible sur le stand, hein, si vous voulez une version un peu plus lisible, un peu plus grande pour vous rendre compte, elle va nous permettre à nous de recueillir les premières informations et vous aiguiller un petit peu sur voilà, les informations à nous donner, les pièces à verser au dossier, etc., pour qu'on puisse gagner du temps sur la suite de l'instruction. Donc là, vous allez voir des petits conseils dans le premier encadré sur les délais de déclaration qu'on a vu plus tôt. Les coordonnées donc, du cabinet d'expertise comptable, du client. On va vous demander la typologie du sinistre. Est-ce que c'est plutôt de la compta, du fiscal, du social? On va vous demander également votre avis sur la mise en responsabilité. Est-ce que votre sentiment est plutôt que c'est justifié, que c'est pas du tout justifié? Est-ce que vous vous positionnez pas parce que vous n'avez pas encore assez de recul, le litige n'est pas assez avancé? Et on va vous mettre un deuxième petit encadré avec des exemples selon la typologie du sinistre, des exemples de pièces à nous fournir pour amener un dossier le plus complet possible déjà à l'heure de la déclaration. Et qui est-ce qui fait cette déclaration de sinistre? Qui la remplit? C'est nous ou c'est le courtier ou c'est vous? Alors, cette déclaration de sinistre-là, ça va être l'expert comptable parce que c'est la fiche du contrat groupe qu'on donne à nos clients pour les aiguiller. Pour ce qui s'agit de créer vraiment le dossier d'assurance, en règle générale, le dossier, il est créé par l'expert comptable qui va saisir son courtier. Mais il faut savoir que cette saisine, elle est aussi ouverte aux tiers. Hein. Donc, elle est aussi ouverte à votre client, soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat, donc qui peut prendre attache avec nous pour nous déclarer un sinistre, sans même vous prévenir. Et à ce moment-là, nous, évidemment, on ouvre le dossier, on vous prévient, on sollicite des pièces, on sollicite vos observations et on commence à travailler sur le dossier ensemble. D'accord, on a bien compris la façon dont ça fonctionne. Alors, ok, on est mis en cause ou on est informé, on saisit. Donc on saisit le courtier, on fait la déclaration de sinistre. Une fois que tout ça, cet aspect un peu formel est effectué, concrètement, ce qui nous intéresse, nous, experts comptables, c'est comment va se dérouler un peu la gestion, l'instruction du sinistre. À quel moment on peut éventuellement intervenir, être sollicité pour pouvoir défendre notre intérêt. Comment ça va se passer concrètement à l'instruction d'un sinistre? Comment l'assureur, lui, gère ça? Alors, à réception de la déclaration, l'assureur va se positionner sur l'octroi de sa garantie, mais également, le cas échéant, va peut-être émettre des réserves de garantie. Ah oui, effectivement. Alors ça, c'est très important, parce qu'en fait, concrètement, ça signifie, mais ça c'est le droit commun de l'assurance, je pense, qu'on n'est pas assuré quand on a fait une faute. La différence entre la faute et l'erreur, c'est que je ne l'ai pas fait exprès, mais par principe... quand on a fait une faute ou quand on est entre guillemets dans une situation de défaut d'indépendance,
qui peut arriver parfois. On a eu le cas, alors on le voit justement, c'est un peu un autre intérêt du contrat groupe, c'est que parfois les choses ne sont pas très claires. La frontière entre l'erreur et la faute, c'est assez subjectif au fond. Faute intentionnelle. Pardon ? Sur la faute intentionnelle. Oui, exactement. Le caractère intentionnel, il n'est pas toujours évident. Et aussi, on assiste à des situations où, parce qu'un des cas d'exclusion de couverture, c'est la perte d'indépendance, puisqu'on est censé être indépendant de nos clients. Or, on voit pas très souvent, mais ça nous arrive au comité des assurances, on a eu un ou deux cas à traiter comme ça, d'experts comptables qui se trouvent associés avec le client dans une SCI qui possède les murs. Alors, il est associé de façon minoritaire, il a 5-6% de la SCI, il n'est même pas intéressé à la société d'exploitation. Souvent, il fait ça pour aider son client à trouver un financement, etc. Et donc, là, la frontière entre la perte d'indépendance, ce qu'il y a de sympa, et c'est un point qu'il est important de souligner, je pense, pour que tout le monde en ait bien conscience, ce qui est important, et Cédric ne dira pas le contraire, ni toi, Sophie, c'est qu'on a, au niveau du Conseil supérieur, développé une sorte d'instance qui s'appelle le comité des assurances, avec nous, en partenariat avec l'assureur, avec le courtier et la profession, dans ce comité qui se réunit 3 fois par an, où on examine tous les cas un peu ce qu'on va appeler des cas gris. On n'est pas très sûr que c'est du blanc ni du noir, on sait que c'est du gris. Alors est-ce que c'est du gris clair ou du gris foncé? Et donc on examine ces cas-là 4 fois par an. Et on les passe en revue, et c'est là que le contrat groupe prend, je pense, un peu toute sa saveur, parce que quelque part, parfois, des situations qui sont un peu grises, mais que des assureurs de droit commun considéraient comme du gris foncé, voire du noir, entraînant un défaut de couverture, un défaut d'assurance, quelque part, nous, on les examine grâce à la relation privilégiée qu'on a avec l'assureur par l'intermédiaire de Verschpieren. Donc on l'examine avec une sorte de bienveillance, parce qu'on sait tous que dans la profession, parfois, les situations sont pas forcément blanches ou noires, la vie de la relation. On a la caractéristique de notre profession, c'est qu'on est souvent très proche de nos clients. On a cette espèce d'intuitu personnel très fort qui fait que parfois, on peut se retrouver embarqué, entre guillemets, dans une relation un peu complice au bon sens du terme, c'est-à-dire de proximité très forte, qui pourrait nous amener, on l'a vu au comité d'assurance d'ailleurs, à prendre des positions qui pourraient être interprétées a posteriori, s'il a pu se mettre à tomber un peu fort, comme des situations de perte d'indépendance, alors qu'en réalité, c'est l'impunément expliqué que par la proximité, et c'est en cela que le contrat groupe nous offre, alors c'est un message un petit peu que je fais passer à l'assistance, mais le contrat groupe nous offre cette espèce de parachute, on va dire dorsal, de second niveau, qui est que la profession, grâce à la relation qu'on a, grâce à vous, grâce à Verschpieren, la profession examinera avec un peu de bienveillance et en complète confidentialité tous ces sujets un peu gris. Et ça nous est arrivé dans le passé de sortir, on va dire, de la nasse, si j'ose dire, quelques confrères qui étaient assez mal embarqués, alors qu'ils n'avaient pas forcément de mauvaises intentions au départ, simplement ils s'étaient fait un peu prendre au piège d'une relation un peu de proche, et c'est pas toujours évident de se sortir là. Donc c'est ces dossiers qu'on examine, et ça, c'est une possibilité qui n'est offerte que par le contrat groupe. C'est-à-dire qu'un confrère qui est assuré hors du champ du contrat groupe, donc il n'a pas affaire à Verschpieren, il ne reçoit pas de bordereau de cotisation avec en tête Verschpieren, il reçoit un truc AXA, je sais pas quoi, ou même Mutuelle du Mans en direct, peu importe, il est copain avec un courtier indépendant qui lui dit je vais t'assurer à TRC, il a le droit après tout. Et lui, il ne bénéficiera pas de ça, lui, on ne connaîtra pas son affaire, parce que ça ne sera pas passé par le filtre, si j'ose dire, de Verschpieren. Donc c'est important, je pense, de faire passer ce message que si la profession a réussi à mutualiser un peu un contrat, c'est pour offrir aux confrères qui sont membres du contrat groupe une sorte de service supplémentaire qui, dans ces moments-là, est quand même très appréciable. Parce que souvent, d'ailleurs, les dossiers qu'on examine sont très souvent ce qu'on appelle des sinistres d'amplitude, c'est-à-dire, en gros, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. Parfois, on a des réclamations supérieures aux millions d'euros pour des garanties de premier niveau à 500 000 euros. Donc, c'est quand même pas neutre. Est-ce que, voilà, donc, j'ai un peu parlé, bien sûr, l'avantage aussi de notre relation, c'est qu'on s'est entouré de relations avec des avocats spécialisés dans la profession. Donc, tout ça fait qu'on a des dossiers à forts enjeux, on a une instruction qui va dépendre parfois du caractère amiable ou judiciaire de la réclamation. Sophie, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, donc, en fait, s'il s'agit d'une réclamation amiable,
l'assureur va échanger donc avec le confrère, avec l'expert comptable, afin d'obtenir les pièces maîtresses du dossier. Maëlle en a cité quelques-unes, et ces pièces maîtresses, l'analyse va permettre justement d'appréhender l'étendue de la responsabilité. Donc après avoir recueilli les observations de l'expert comptable, l'assureur va être en mesure d'arrêter une position vis-à-vis du tiers réclamant. Dans les faits, l'assureur va ou présenter une offre indemnitaire si la responsabilité de l'expert comptable est avérée, ou, à cas contraire, il va opposer une fin de non-recevoir, toujours étayée, argumentée, en cas de non-responsabilité. Il faut savoir qu'en matière amiable, l'assureur du contrat groupe a contractuellement la possibilité aussi de transiger directement avec le tiers, pour autant que le montant de l'offre n'excède pas le plafond de la garantie d'assurance souscrite par l'expert comptable. Alors nous, dans notre profession, on a des conseillers de l'ordre, on a des conseillers régionaux de l'ordre, et on a un code de déontologie qui dit quand il y a un litige entre un expert comptable et son client, on doit passer par une procédure de conciliation organisée par le conseil de l'ordre. C'est les fameux comités, commissions DIP, enfin pas DIP, pardon, mais les commissions de conciliation dans les CRO. Est-ce qu'un CRO peut dealer, si j'ose dire? Est-ce qu'il peut régler? Est-ce que l'institution peut arriver à... Est-ce que ça peut marcher, ça? Non, on ne deal pas. Non. La position vraiment retenue sur la responsabilité civile professionnelle, c'est que ça relève de la compétence exclusive de l'assureur. Il ne faut pas s'amuser à ça. Bon, et en matière d'assignation, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, alors on va aller au bout maintenant. Oui, donc en matière d'assignation, de la même façon, on va constituer le dossier. Donc l'assureur va échanger avec l'expert comptable pour obtenir toutes les pièces maîtresses dont on a parlé. Et puis, bien entendu, la particularité, c'est qu'il va aussi mandater un avocat pour assurer la bonne défense des intérêts et des droits de l'assuré. Ah oui, alors ça, c'est fondamental, ça, parce que je vois souvent à Inforest des confrères arriver en me disant voilà, bon, je suis mis en cause, bon, bah, l'avocat qui va me défendre, c'est maître machin, qui me connaît très bien, on est très copains, il s'est occupé de mon divorce, machin, c'est avec lui que je fais faire tous mes trucs. Nous, à Inforest, on a pour habitude de considérer que les bons professionnels sont forcément ceux qui connaissent bien la matière. On fait un métier qui est un métier particulier avec souvent un axe d'attaque qui est particulier, du coup, de la part de ceux qui nous mettent en cause, et forcément, en aval, une stratégie de défense qui répond aussi à des codes, à des clés. C'est pour ça qu'on a l'habitude. C'est pas une habitude au sens pourquoi tu fais comme ça, parce que j'ai toujours fait comme ça. Ça, c'est de l'habitude. Avec le recul qu'on a, nous, on a des relations avec des avocats qu'on a un peu quelque part, il faut bien le dire, avec vous, qu'on a un peu formés à la défense des confrères. Ils sont devenus spécialisés parce qu'au départ, ils se sont pas mal débrouillés sur des affaires et qu'on s'est dit, tiens, voilà des gens qui sont pas mauvais. Et à force de leur envoyer des affaires, à force de les orienter, on a fini par avoir quelques intervenants, enfin en tout cas c'est clairement comme ça qu'on gère le sujet, qui sont spécialisés dans la défense de la profession. Il y a notamment un d'entre eux que j'aime bien citer, parce que bon, il est très connu dans la profession, mais il a une phrase qui résume bien le sujet. Souvent, quand on gagne, lui il dit, alors parce qu'il était président de la Fédération française d'aïkido, il dit la vie, les mises en cause, c'est comme sur les tatamis, on gagne souvent à être mal attaqué. On gagne, mais il complète son propos en disant qu'on gagne encore mieux à être bien défendu. Donc c'est vrai que le choix de l'avocat qui va accompagner le mis en cause dans une procédure est souvent un choix fondamental. Et moi, je préconise toujours de laisser l'assureur choisir l'avocat, parce qu'il faut de toutes les façons faire en sorte que tout ça se déroule au mieux de notre intérêt commun. Or, si à la fin, c'est l'assureur qui paye, il est encore plus logique, quelque part, que ce soit lui qui s'assure de la meilleure façon de représenter les intérêts du mis en cause. Tout à fait, d'autant que ça amène à considérer la question de la prise de direction du procès par l'assureur. C'est une question importante. Les assureurs peuvent, en raison donc de cette prise de direction de la procédure, décider de la poursuite ou non après de la procédure, c'est-à-dire déterminer si on va interjeter appel, si on accepte cet appel, ou si on va
transiger. Donc, lorsque l'assureur va prendre la direction du procès, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance auparavant. Et l'assuré ne va plus faire l'objet de réserves de la part de l'assureur. Donc, il y a un cas particulier, il s'agit notamment de la situation dans laquelle le montant de la réclamation va excéder celui du plafond de la garantie souscrite. On peut prendre un exemple, on a une réclamation d'un tiers qui s'élève à 1,2 million, alors que la garantie souscrite par votre confrère expert comptable est plafonnée à 1 million d'euros. Donc là, on peut légitimement penser que dans cette situation, chacun, donc assureur et assuré, peut avoir un intérêt à organiser sa propre défense compte tenu de leurs enjeux financiers respectifs. Et surtout, on a dû le préciser, c'est que la garantie minimum prévue pour votre profession s'élève à 500 000 euros, ce qui peut s'avérer insuffisant au regard de certaines réclamations, dont notamment celles que l'on peut examiner à l'occasion du comité des assurances. On est bien d'accord, de toute façon, en cas de mise en cause, on est souvent d'ailleurs mis en cause à hauteur de l'impôt dû par le contribuable, alors qu'en réalité, c'est son impôt. On arrive souvent, vous arrivez souvent, enfin les avocats arrivent souvent à dégonfler fortement les montants réclamés. On voit d'ailleurs très souvent au comité de conciliation, au comité d'assurance des mises en cause, des réclamations dépassant largement les 500 000 euros qui, in fine, aboutissent à des condamnations à hauteur de 15 000, 20 000, 30 000. Il y a des notions de perte de chance, il y a des notions souvent, les avocats ont tendance à réclamer l'impôt, la pénalité, le préjudice moral, etc. Bon, ça... On avait un exemple à vous fournir. Et comme on était un petit peu bavard, on va passer rapidement dessus pour aller au règlement de l'assureur. Mais on souhaitait attirer votre attention sur le fait que ça n'est pas parce que vous avez un tout petit dossier. Quand je parle d'un petit dossier, c'est une lettre de mission qui s'accompagne d'une rémunération minimum de 250 euros, on a un cas, effectivement, où la réclamation était près de 2 millions. Et tout cela pour vous dire que, bien évidemment, votre confrère n'était pas assuré au-delà des 500 000, qui est de la garantie limite minimale obligatoire, et qu'il a mal dormi pendant quelques temps. Je vais juste 2 minutes, si on peut prendre 2 minutes pour exposer cela, qui est assez révélateur de notre pratique professionnelle. Le cas classique d'un client qui vient nous voir avec une déclaration 2072 d'une SCI semi-transparente, donc en disant il n'y a pas besoin de faire de comptage, je suis le seul, on est 2 associés, personne physique, je veux juste la 2072 et ça prend 250 euros, le confrère a pris 250 euros. Or, en réalité, derrière dans ce cas précis que tu évoquais, la SCI en question n'était pas semi-transparente, mais elle était soumise à l'IS. Et donc, le préjudice portait sur de l'assujettissement à TVA, de la plus-value sur vente, il y en avait pour plus de 2 millions d'euros pour une mission à 250 euros par an. Donc, on voit bien à travers cet exemple que les petits dossiers ne font pas forcément les petits sinistres. Ça peut même parfois être complètement l'inverse. Hein. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre le montant des honoraires qu'on facture et le risque de mise en cause. Alors bon, on est mis en cause, on est condamné, on doit payer. Comment ça se passe? Comment est-ce que l'assureur règle? Alors ici aussi, comme pour le cas de la déclaration, on va distinguer les situations amiables et les situations judiciaires. Donc dans le cas d'un dossier amiable, l'assureur va procéder à l'indemnisation directement entre les mains du tiers en déduisant votre montant de franchise qui devra être réglé du coup directement de l'expert comptable à son client. Dans une affaire judiciaire, par contre, les condamnations vont être intégralement payées par l'assureur. Pour autant, comme on le disait juste à l'instant, qu'elles n'excèdent pas le montant de la garantie souscrite. Et on demandera un remboursement de la franchise postérieurement auprès de l'assuré. Les prestations de défense, dont les honoraires d'avocat, seront également supportées par l'assureur. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Gilles, en effet, le choix de l'avocat, s'il appartient à l'assuré, nous, on conseille également de laisser la main à l'assureur pour choisir un avocat qui fasse partie de ce partenariat qui fonctionne très bien et qui nous permet d'avoir des avocats très spécialisés et qui permet également d'avoir une logistique beaucoup plus simple parce que dans ce cas de figure, le règlement des frais d'honoraires est effectué directement de l'assureur à l'avocat.
Donc, une fois la transaction ou les condamnations réglées selon le cas de figure, on arrive à un litige qui est clos de manière définitive, hein, c'est-à-dire que la contestation qui lui a donné naissance est éteinte de manière définitive pour l'avenir. Vous pouvez vous interroger éventuellement, une fois que vous avez eu un dossier de sinistre, sur l'éventuel impact qu'il pourrait y avoir sur vos primes d'assurance. Donc, il faut savoir que là, on est dans le cadre d'un contrat groupe. Donc, des contrats groupes tels que celui qui est souscrit par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, ça permet d'avoir un risque qui est mutualisé. Donc, il n'y aura pas de système de malus comme vous pouvez connaître dans un contrat, par exemple, d'assurance auto. Merci Maël. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous dire, tiens, sous forme de conclusion un petit peu, dans notre profession, où est-ce que ça tape? En gros, comment ça fonctionne? Quel est notre spectre de mise en cause, si j'ose dire un petit peu? Alors, est-ce qu'on peut projeter le slide avec le premier camembert, s'il vous plaît? Voilà, alors j'espère que c'est lisible pour tout le monde. Vous voyez apparaître ici, sur la période des 10 dernières années, une répartition par la typologie de sinistres qui mettent en cause votre responsabilité civile professionnelle. Il faut savoir que nous recevons chez Verspiren environ 600 sinistres par an. C'est constant sur la décade qui vient de s'écouler. Et bien évidemment, les statistiques que je vous montre, on n'a pas souhaité vous abreuver de chiffres tout au long de cet atelier, c'est bien évidemment uniquement la part des experts comptables qui sont adhérents du contrat groupe. Nous avons environ 8000 personnes morales, 8000 cabinets d'expertise comptable, ce qui représente entre 15 et 16 000 experts comptables inscrits à l'ordre. Et vous voyez apparaître la partie inférieure de ce camembert avec près de 47,3% de mise en cause sur la fiscalité ou la gestion sociale. Et pour pratiquement le quart, en bleu, vous avez le devoir de conseil qui vous est reproché dans de nombreux cas. Si on peut glisser maintenant sur le camembert suivant, et ce sera ma conclusion, vous voyez apparaître, donc après cette répartition, la répartition en coûts, après la répartition en nombre. S'il vous plaît, l'intervenant, voilà, merci beaucoup. Donc voilà la répartition en coûts, et en fait, il y a relativement peu de différence. Là où nous avions 47,3% sur la fiscalité ou la gestion sociale, et où nous n'avions que 23% sur le devoir de conseil, ben, vous voyez qu'en coût, le coût du devoir de conseil est un peu plus élevé, en moyenne, que le coût de mise en cause sur la fiscalité ou la gestion sociale. Maintenant, nos modérateurs ont dû recueillir un certain nombre de questions qui nous ont été soumises au cours de cet atelier, et je vous propose, en glissant le slide suivant, que nous puissions bien évidemment répondre aux questions les plus fréquentes que vous nous avez posées sur les 6 dernières minutes de notre atelier. Merci Cédric. Alors, quelques questions ont été posées. Une première sur le fait que, enfin, on demande si un courrier recommandé. Il n'y a pas le micro. Et Sophie, oui. 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 Vous m'entendez ? Est-ce qu'on entend Jean-Pierre? Mais très très loin. Sinon, Jean-Pierre peut venir Voilà. s'installer à la place Donc, de... excusez-moi. Oui. Donc, on me pose la question de savoir si un courrier recommandé est obligatoire lorsqu'on fait une déclaration de sinistre. Alors, si vous êtes au contrat groupe, il n'est pas nécessaire de déclarer le sinistre sous la forme recommandée. Un simple courrier, un mail suffit pour déclencher la déclaration de sinistre. Et mieux encore, dans quelques temps proches, vous pourrez même déclarer le sinistre en ligne. Donc, par contre, si vous n'êtes pas au contrat groupe, rapprochez-vous de votre assureur pour connaître le formalisme qu'il conviendra de respecter. D'accord. Une deuxième question sur le client qui refuse un paiement des honoraires pour agir en compensation de son propre sinistre. Est-il possible d'agir en compensation dans ces cas-là ? Non, alors non, ce n'est pas possible. On est bien dans le cadre de deux obligations qui sont vraiment distinctes et qui ne peuvent pas avoir le lien de connexité requis pour effectuer une compensation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prestation qui doit être réglée de ces honoraires et ça va être fait de manière totalement indépendante d'une éventuelle faute. Donc, en aucun cas, le client sera dans le droit de retenir ses honoraires en raison d'un sinistre.
D'accord. Thierry pose la question d'une limitation dans le temps, je crois qu'on en a parlé, des clauses de prescription et de forclusion, mais également des clauses limitant à 1 ou 2 années d'honoraires. Je crois qu'on peut dire à ce niveau-là qu'on est sur un terrain assez glissant et qu'il faut éviter, surtout si les honoraires sont relativement faibles. Voilà, donc sur la prescription et la forclusion, on en a parlé, prescription 5 ans, pas inférieure à 1 an, et des clauses de forclusion à 3 mois ont été admises par la jurisprudence. Mais en honoraire, je le répète, il faut faire très attention. Une autre question, je ne suis pas d'accord sur ma responsabilité dans la survenance d'un dommage. Est-ce que je dois quand même déclarer? Est-ce que je peux refuser cette réclamation officielle ou pas officielle? Mais dois-je quand même déclarer la réclamation à l'assureur ou puis-je contester de moi-même ma responsabilité? Que la réclamation semble bien fondée ou pas, l'obligation, c'est d'effectuer sa déclaration de sinistre à l'assureur. Et vous ne pouvez pas de vous-même rejeter cette déclaration, cette réclamation, en mettant en avant le simple fait que vous n'avez commis aucune faute. Ça reprend tout ce que l'on a pu dire de façon un petit peu plus détaillée en milieu d'intervention. Céon pose la question, dans quel cas un expert comptable n'est pas couvert par le contrat groupe? Louis Derèche, qui est à mes côtés, vous répondra voilà, c'est très simple, il y a 21 clauses d'exclusion. Alors, il y en a qui ne s'appliquent pas du tout. Elles sont un peu ubuesques, mais c'est ainsi. Par exemple, on vous dit vous n'êtes pas garanti en cas d'attaque nucléaire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec votre activité. Bon, réellement, il n'y a pas de clause relative aux activités aux activités, sauf celles de commissariat aux comptes. Mais évidemment, ça s'explique. Mais il y a très peu, il y a 21 clauses d'exclusion. Jean-Pierre, une dernière question. Yves pose la question si un de mes clients... Jean-Pierre, je te coupe. Une toute dernière question, parce que nous serons contraints de rendre l'antenne à 15h pile, et il est 14h58. Donc, je te remercie de poser la dernière question, et nous reviendrons vers notre auditoire directement ultérieurement. Oui, eh bien écoutez, la dernière question posée par Yves, un de mes clients fait l'objet je fais l'objet d'une cyberattaque qui cause un dommage à un de mes clients. Suis-je garanti en RC Cyber? Oui, si vous êtes au contrat groupe. Non, si vous ne l'êtes pas, là vous devez prendre contact avec votre propre assureur. Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Bonne fin de congrès à tout le monde, à tous les consoeurs et confrères. Profitez bien de ces moments un peu de réunion. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. C'était prévu.